Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous. Mardi 6 avril, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Olivier Delacroix. Bonjour Valérie. On est ravis de vous recevoir ce matin. Oui. On va parler d'un formidable documentaire. Ils font bouger les lignes. Vous êtes intéressé au sexisme. Le sexisme qui, hélas, est encore bien présent dans nos vies. On va en reparler avec vous dans un instant. Et Gilles, vous avez suivi l'actualité de ce week-end et posé une question. Oui, et puis je vais vous en parler dans mon zapping. Je vais vous passer un extrait, puis vous allez en parler dans vos débats. Ouais. Évidemment, l'affaire médiatique qui fait parler, c'est l'affaire de ce restaurant et ce dîner de Jean-Pierre Chalencon qui aurait eu lieu. Alors nous, on s'est posé une question, parce qu'on parle beaucoup de Jean-Pierre Chalencon, mais on s'est demandé si vous le connaissiez en fait. Est-ce que... Vous connaissiez Olivier Delacroix? Non, pas du tout. Chalençon. Non, du tout. Pas du Pourtant, tout. il Vous était voyez pas sur qui France c'est 2. Je vois qui il est, mais enfin, je l'ai entreaperçu comme ça. Il était chez Sophie Davant avant. Ouais, c'est ça. Mais vous ne connaissiez pas trop? Non, pas du tout. Incroyable. Pas du tout. Vous n'allez pas à ces dîners? Non. Vous ne faites pas de dîner Je suis clandestin? pas très mondain, vous savez. Ouais. Bon. Alors, Il travaille en principe le soir. Pierre-Jean Chalencon, est-ce que vous le connaissez? Oui à 49%, non à 51%. Vous pouvez aller voter sur Twitter, aller réagir sur le compte Twitter de Sud Radio. Mais pour l'instant, vous avez vu, c'est partagé. Et sans vous raconter ma vie, j'étais à Saint-Vigor-des-Mézerais. Oui. Et oui, je vais en province. Oui. Et les personnes chez qui j'étais ne connaissaient pas Pierre-Jean Chalencon. Je m'aperçois qu'il n'était pas si connu que ça, en fait. Ouais. Peut-être le microcosme parisien. Oui, en même temps, il était sur France 2 avec une heure de grande écoute, qui était dans une émission qui marchait bien, mais bon, on y reviendra effectivement. Allez, on passe au zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Jambier, 45 rue Poliveau, Chalencon, 36 rue Vivienne. C'est le remake de La Traversée de Paris, Valérie. Dans le rôle de Finesse qui trafique durant le couvre-feu, Jean-Pierre Chalencon. Dans le rôle de Gabin. Pierre-Jean Chalencon. Dans le rôle de Gabin, dénonciateur qui en profite, M6, dont tout est parti. Comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale, 220 € la soirée, caviar et champagne. Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Ah oui, après les excuses, vous vous souvenez de ces excuses? Je ne suis pas antisémite, mais j'ai une mezouza où il avait sangloté chez Jean-Marc Morandini. Aujourd'hui, l'excuse, c'est les ministres. En tout cas, beaucoup de colère chez les chefs dans l'ordre. Écoutez Marc Vera, suivi de Michel Serrand. Je suis très en colère. Est-ce qu'on a le droit de dégrader de la sorte l'image de la restauration? Non mais c'est infamant tout ça. Et surtout, est-ce qu'on a le droit de prendre de tels risques qui peuvent engendrer, vous le savez bien, des répercussions sanitaires? C'est incroyable. Vous savez, nous les restaurateurs, nous sommes offensés parce que nous sommes toujours fermés. C'est lamentable, à proprement parler, scandaleux, parce que ça discrédite une profession. Je trouve que c'est pas respectueux par rapport à tous les restaurateurs qui font des efforts colossaux. Je ne comprends pas que des personnes puissent aller dans ces restaurants. Ça vous choque? Oui, ça me choque. J'étais en train de penser à ce monsieur-là dont vous parlez, qui balance des ministres et qui après passe par son avocat pour démentir. Il a, je pense, une forte habitude à ne pas tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Je pense qu'il y a un bug souvent quand il parle. Donc, en fait, ce genre de personnage ne m'intéresse pas vraiment. C'est un peu tout ce que Mais je n'aime pas, en fait. Mais oui, bien évidemment que c'est choquant. Que ça a occupé les médias pendant 48 heures. Tout le monde, évidemment, en a parlé. On est parti quand même ça a fait une affaire d'État sur les dires d'un monsieur qui a assez peu de crédibilité. Qui a zéro crédibilité. Qui a zéro crédibilité. Ouais. Et en fait, là-dessus, après même en s'excusant, les gens, je vois quelle honte cette histoire. Ceux d'en haut qui ont tous les droits. Mais pour l'instant, en tout cas, aucun ministre n'a été, comme il le dit, dans un de ses dîners. Aucun ministre. Mais je pense que ça dépasse ça parce qu'on a évoqué le prix des menus. Je pense que les gens se disent que dans cette période où tout le monde souffre, seuls les privilégiés, encore une fois, se permettent de faire n'importe quoi
protégés. Hein. C'est encore la théorie du grand complot. Donc, bon. Ouais, 135 c'est regrettable. 135 euros Entre 500 d'amende, c'est contre des dîners qui allaient jusqu'à 500 ou 600 euros. Oui, vous avez vu que Jean-Marc Morandini a indiqué sur son site que la soirée aurait rapporté 10 000 euros d'après ses informations. En liquide. En cash et en liquide. Et ils auraient été plus d'une quarantaine de convives quand même. Ce week-end, ça a été aussi l'agression minable, lâche de Bernard Tapie. Et barbare, c'est pas minable, le mot est pas très fort. Et de sa femme. Hier, dans Touche pas à mon poste et sur BFM, son fils Stéphane Tapie a donné les détails de l'agression. C'est totalement glaçant. Il a été mis KO, pas totalement dans les vapes, mais il a été mis KO, effectivement. Quand il reprend ses esprits, il y a sa femme qui se fait, donc pas belle-mère, qui se fait trimballer dans toutes les pièces en se faisant traîner par les cheveux et la rouant de coups pour trouver le coffre qui n'existe pas. Votre père aurait eu un geste en ce moment-là, il aurait craché sur un des ravisseurs. Est-ce que vous confirmez cette information-là? Oui, c'est un peu énervé, oui. Ça lui ressemble. Légèrement, oui. Voilà, c'est un scoop. Il a donc craché sur les voleurs. Ce qui a été, pardonnez-moi, pour le coup, ça a retenu mon attention ce week-end, c'est surtout les tweets qu'il y a eu suite à cette affaire. Encore une fois, on remarque cette haine qui se déverse en permanence sur Twitter encore. Je me demande quand on va s'occuper de ce réseau social. De haine, parce qu'il y a eu beaucoup de solidarité avec Bernard Tapie. Il y a eu beaucoup de solidarité, mais il y a eu quand même beaucoup trop, en particulier. Oui, beaucoup trop de tweets. Lui qui défendait les immigrés, maintenant, enfin des raccourcis débiles. Et puis, bien évidemment, le flot permanent de racisme, puisque il a évoqué la couleur de la peau de ses agresseurs. C'est très gênant, tout ça, je trouve, alors que cette agression est barbare, comme vous le disiez, Valérie. Commenter uniquement sa solidarité avec les tapis, mais sans aller plus loin. Ça m'a beaucoup gêné de lire ces tweets disant c'est bien fait pour lui. Il y en avait beaucoup quand même. Vous regardez beaucoup les réseaux sociaux parce que non, mais ma femme. Oui, je vous vois pas sur les réseaux sociaux. Non, moi je suis pas sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, j'aime bien moi échanger. Quand je sais à qui j'ai affaire. Or, sur ces réseaux sociaux, les règles ne sont pas du tout celles que j'affecte. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont des corbeaux, qui signent sous des pseudos. Comment discuter avec des gens qui n'assument pas d'avancer à visage découvert? Donc, on peut prendre beaucoup de risques parce que, en plus, comme je suis un sanguin, je ne supporte pas ça et je peux vite déborder. Et donc, du coup, vous le savez, Valérie, nous n'avons pas le droit, nous qui sommes des personnalités publiques, on n'a pas le droit de se défendre, en fait. Oui. Vous ne pouvez pas répondre aux insultes par des insultes. Et donc, du coup, ces règles-là, ça ne me va pas. Donc, je zappe. Mais d'un autre côté, cette fracture-là entre la France du haut et la France du bas, on pourrait schématiser comme ça. Vous la connaissez bien et vous défendez plutôt souvent la France du bas, non? Bien évidemment, mais ça n'est pas la France du bas qui, obligatoirement, il faut... qu'on lui reproche ses montres, sa richesse. Non, moi je ne pense pas. Je pense que Bernard Tapie est quelqu'un qui est plutôt aimé par la France du bas parce que beaucoup de personnes savent d'où il vient, Bernard Tapie. Bernard Tapie, il vient de cette France du bas. Et c'est quelqu'un qui a réussi. D'ailleurs, j'ai entendu son fils qui disait que ses tweets venaient plutôt d'une middle class mitigée, qui ne sait pas où se positionner, même politiquement, et qui a vite fait de tendre très à droite dès qu'il y a ce genre d'événement. Écoutez bien ce sujet. Excusez-moi, Valérie, vous voulez poser une question? Non. Écoutez bien ce sujet sur les livreurs forçats du bitume. C'était diffusé en prime time sur BFM. C'était vraiment, Valérie, je ne sais pas si vous l'avez vu, un documentaire vraiment choc sur l'exploitation de ces livreurs qu'on connaît tous dans les grandes villes d'Uber ou de Deliveroo. Et regardez également comment, à la fois, ils exploitent les sans-papiers, mais comment aussi ces sans-papiers arrivent à travailler. Voici une combine révélée par ce documentaire.
Pour pouvoir travailler alors qu'il n'a pas de papier, Sekou a trouvé une solution, un procédé illégal. Il loue un compte 400 € par mois à une autre personne, inscrite officiellement chez Uber Eats. C'est sur Internet qu'il est entré en contact avec elle. Ouais, ça dit, moi je l'ai trouvé dans le Bon Coin. Parce que quand tu rentres dans le Bon Coin, c'est écrit là-bas Uber à louer. Donc j'ai amené un message, comme ça, on s'est vu, après il m'a donné. Donc ce que moi je dois lui donner, on a discuté, on a tombé d'accord, après il m'a donné le compte. 20% des livreurs d'Uber Eats seraient sans papier en fait, et des gens exploiteraient en leur louant leur nom et leur prénom. C'était assez fou. Pour finir, je ne sais pas Valérie si vous avez regardé Le Grand Échiquier, c'était samedi soir en direct sur France 2. Alors, c'était on quelque aurait pu chose, l'appeler l'échiquier parce que c'était un échec total, une part de marché, enfin une audience. Il peut y avoir des très bons programmes qui font de la mauvaise audience, mais là c'était particulièrement mauvais, c'était un naufrage. Alors, il recevait Francis Cabrel, vous ne l'avez pas vu? Je vais vous résumer. Il recevait Francis Cabrel, présenté donc par Elisabeth Lemoine. Anne-Elisabeth Lemoine. Alors, il est un peu maîtresse d'école, vous avez vu. Alors, ils ont invité Thomas Dutronc pour chanter une chanson de son père. Puis ensuite, ils l'ont fait revenir pour parler de Serge Gainsbourg. Alors, il s'est dit, mais quel rapport? Pourquoi moi? Et du coup, Thomas Dutronc s'est posé en direct la question de savoir pourquoi on n'a pas parlé de son nouvel album. Oui, non, il y a eu une embrouille, on peut raconter, c'est marrant, mais parce que je savais pas quand on m'avait demandé de venir parler de Serge, j'étais pas du tout au courant. J'allais être avec vous sur le plateau, donc j'aurais été ravi, mais j'étais pas au courant. Du coup, je suis parti, on m'a dit, putain, ils ont même pas dit un mot sur mon disque. Parce que quand même, mon disque, Frenchy, j'aimerais en parler. Non, mais c'est la classe parce que depuis le début, donc, j'ai repris un truc de mon père, puis on me dit, faut venir parler de Gainsbourg. Donc, moi, je suis un fils d'eux, donc les fils d'eux, faut faire gaffe, tu vois. Et parce que mon disque, j'en suis fier parce que j'ai quand même réussi à avoir Iggy Pop, Diana Krall, Billy Gibbons, Jeff Goldblum, Stacey Kent, etc. sur mon album. C'est compliqué, les fils d'eux. C'est très en colère. C'est-à-dire que c'était un bordel, ce plateau, il n'y avait pas d'autre mot, le son fonctionnait pas, donc Thomas Dutronc était parti, il est revenu, ça n'avait de grand échiquier que le nom en tout cas. Alors ce soir, documentaire formidable, Olivier Delacroix, comme tous les docs que vous faites, sensible, humain, proche des gens, et là vous vous êtes intéressé au sexisme. Oui. Alors d'où c'est parti cette idée, et racontez-nous un petit peu comment vous avez monté ces trois portraits. C'est parti, comme d'habitude, de choses qui m'impactent, qui m'intéressent. Vous savez, je suis très engagé dans le combat contre les violences faites aux femmes. Et ce combat-là, bien évidemment, il touche à ce sexisme qui est général et qui s'étend au milieu du sport, au milieu professionnel, au milieu de la politique. Je pense qu'à chaque fois que l'on s'intéresse et que l'on raconte comment le sexisme est encore imprégné dans cette société française, très patriarcale, c'est une goutte d'eau, c'est une petite goutte, mais qui remplit petit à petit le vase, parce que il faut parler de ces choses-là, parce que je revendique tout simplement qu'une France, un pays, mais là on parle de la France, un pays qui ne respecte pas les femmes, qui ne met pas les femmes au cœur de son fonctionnement, est un pays qui restera malade, et qui continuera de boiter. Il y a un chiffre sur la libre antenne d'Europe 1 la semaine dernière qui m'a été communiqué parce qu'on faisait une semaine consacrée à la précarité chez les étudiants. Il y a une avocate qui m'a appelé, qui s'occupait de l'entrepreneuriat en France, et elle m'a révélé que cette année, dans le domaine du numérique, donc des startups, il y avait simplement que 9% de femmes qui se lançaient. Ce chiffre, je trouve, il est glaçant, parce qu'on est dans un secteur d'activité florissant et dont on pourrait imaginer qu'il peut être conquis par les femmes. Or, 9% de femmes simplement. On se demande pourquoi. En fait, dans ce pays, vous dites pas parce que l'informatique n'intéresse pas forcément les femmes? Je ne pense pas. Pourquoi avoir du sexisme partout? Non, je pense que je pense que ce secteur-là, pour le coup, il intéresse autant les femmes que les hommes. Je pense que c'est on parle là d'entrepreneuriat. On ne parle pas simplement que des gens qui savent faire marcher un ordinateur. Il y a on peut avoir une vision d'entrepreneur sans être un crack, mais avoir l'envie de pousser
de créer sa propre entreprise. Je pense qu'on en est encore dans ce pays à considérer que les femmes sont très performantes, mais qu'elles doivent assister les hommes et non commander ou gouverner. Alors dans votre équipe, il y a une cadreuse, une réalisatrice, une preneuse de son. Dans mon équipe, il y a beaucoup... J'ai regardé. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des hommes. Non, vous rigolez. Vous plaisantez. Non, je parle en équipe technique. Ah non, en équipe technique, j'ai une réalisatrice qui s'appelle Julie Ledru. Oui, c'est vrai. J'ai une Caroline qui est la cadreuse, qui est pratiquement tout le temps avec nous. J'ai des hommes et des femmes. Pour me prendre sur le sexisme, je peux vous dire, va falloir vous lever tôt parce que je travaille avec beaucoup de femmes. Et en plus, les choses sont en train de changer. Effectivement, il y a des métiers qui étaient très masculins. C'est vrai que la télévision, dans les techniciens et autres, il y a quand même beaucoup de femmes. Ça commence à changer. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le son, je trouve. Dans le son, pas assez. Absolument, mais des cadreuses, il y en a, des réalisatrices, il y en a. Mais c'est vrai que il y a donc 3 portraits de femmes et un portrait d'homme, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de sexisme, à l'inverse, dans des métiers, dans des secteurs qui sont plutôt réservés aux femmes. Voilà, il faut aller chercher. Lorsqu'on parle de sexisme aujourd'hui, on peut se dire que quand même ça touche essentiellement les femmes. Mais c'était tout de même intéressant de voir qu'en mettant un homme, finalement, cet homme affrontait une forme de... une intolérance qui était beaucoup plus prononcée, j'ai trouvé. Donc, le portrait de Peterson, il remet un peu les choses à leur place, et on voit que ça n'est pas qu'un problème d'hommes contre les femmes, mais plus... une éducation, une culture, une mentalité. Les mentalités doivent évoluer. On a été habitués, mais tout simplement parce qu'on est dans une société judéo-chrétienne qui a... Comment vous avez réagi à l'affaire Ménès sur ce doc de Canal+. Écoutez, je vais vous dire, il y a en ce moment un combat. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que en ce moment il y a des procès qui sont faits ici et là, partout, et qui ont surtout une résonance particulière. Pierre Ménès. Bien évidemment, on le connaît, Pierre Ménès. En tout cas, je ne sais pas si vous le connaissez, Valérie. Mais c'est un gros balourd. Il est un peu. Vous voyez, il est un peu bobof, il est un peu... il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, comme on dit, donc ça ne justifie en rien son comportement, mais je pense que Pierre Ménès a, ces dernières années, changé, et je pense qu'il fait plus attention à ce qu'il dit, parce que tout le monde doit faire plus attention dans son comportement. J'ai trouvé que la caisse de résonance mise en place autour de Pierre Ménès, qui n'était pas au Canal Football Club dimanche dernier, je pense qu'il doit être brisé. Et moi, ça me... Vous savez, j'ai du mal à quand tout se dirige sur quelqu'un là, que j'ai lu encore sur ma femme m'a montré sur Twitter. Bien évidemment que il a fauté, bien évidemment que c'est un comportement de gros beauf, mais je ne pense pas que cet homme déteste les femmes, ne respecte pas les femmes. Je crois que il doit être éduqué. Et est-ce que ça passe par le lynchage? La vindicte populaire. La vindicte populaire, c'est ça qui me gêne le plus, en fait. Alors, il y a des moments, moi j'ai vu votre documentaire, il y a des moments incroyables. Sophie, par exemple, qui est donc députée, qui explique la difficulté d'être une femme dans le milieu politique, mais la première qui lui dit « mais tu dois pas aller dedans parce que tu es une femme », c'est sa mère. Et finalement, ça vient parfois, le sexisme peut être dans sa propre famille. Mais c'est comme, je vous le disais, c'est une question ça lui a fait d'éducation. Elle a beaucoup souffert à cause de ça. Et puis c'est pas fini. C'est pas fini. Je pense que dans la politique, c'est particulièrement violent. Donc pour les femmes, ça doit l'être. Je pense simplement que tout ça n'est qu'une question d'éducation aujourd'hui. Il faut qu'on s'attaque aujourd'hui à l'école. Il faut éduquer nos petits. Si on veut une société qui respecte tout ça et qui intègre tous ces codes, je ne dis pas ces nouveaux codes, parce que je trouve que cela devrait être
la manière de se comporter, on investit un peu plus sur l'éducation, sur l'école, et puis on apprend aux garçons que le terrain de foot, ça n'est pas que pour les garçons, et puis que le tour de la cour d'école, c'est pour les filles. Je pense vraiment que tout se joue là, moi. Vous voulez que je vous raconte quelque chose de drôle, dans le sexisme. J'ai lu ça dans Paris Match, où il y a une première femme qui est capitaine de navire en Égypte, et quand il y a eu le problème au canal de Suez, tout le monde a dit que ça devait être elle, parce que forcément, une femme ne savait pas conduire le bateau, alors qu'elle venait, ça faisait plus d'1 an qu'elle conduisait. Elle s'appelle Marwa El Saledar, et elle était évidemment à plus de 15 000 km de là, à des centaines de kilomètres de là. C'est pas elle qui conduisait ce bateau-là, mais tout le monde pensait que comme il y avait eu un accident, ça peut être que la seule femme tunisienne qui pouvait conduire un bateau. C'est incroyable, ça. Hein. Alors on parle de la France dans ce documentaire, mais il est certain que si on dépasse un peu les frontières, il y a du boulot ailleurs que chez nous. Hein. Vous avez choisi 4 milieux très différents, le sport, la politique, il y a l'entreprise, et puis donc c'est le sport, pas mal. Il y a deux sportifs dedans, les 7 hommes, Peterson et l'entreprise, on n'en parle pas assez. Et là, le combat de Déborah, il n'était pas évident, puisqu'elle a repris l'entreprise de son père, donc il y a à la fois la légitimité qu'on voit bien de se dire est-ce que je suis légitime, etc. C'est la fille d'eux, et puis et puis elle réussit parce que elle a mis dans cette nouvelle vision de l'entreprise sa sensibilité. Je trouve qu'elle a fait quelque chose de très malin. Elle a mis à des postes traditionnellement occupés par des hommes, elle a mis des femmes. Et puis, inversement, des postes qui étaient occupés par des femmes, elle y a mis certains hommes. Et ça marche bien, elle est respectée. Je pense que tout ça est une question de volonté aujourd'hui. Et de génération, peut-être la génération qui arrive fera qu'il y aura moins de sexisme. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça va évoluer, j'ai une fille de 16 ans et elle est très au fait de toutes ces choses-là. Attention. Et puis les hommes simplement accepteront de gagner moins d'argent ou d'être dirigés par une femme. Hein. Oui. Mais c'est pas encore ça. Non, j'allais vous dire attention à justement dans ces nouvelles générations, il y a tout de même quelques chapelles qui sont extrêmement radicales et violentes et qui poussent les hommes et les femmes à s'opposer. Et il faut simplement être bien conscient d'une chose, c'est que ce combat-là, il va évoluer et se gagner, mais ensemble. Bien sûr, oui, c'est ça. Surtout pas en nous dressant les uns contre les autres. Je trouve que ils font bouger les lignes, c'est bien, parce que bouger les lignes, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, c'est pas une cassure. Et puis on va retrouver Dans les yeux d'Olivier bientôt. Oui, en octobre 2021. Ça sera la 10e saison qu'on est en train de tourner en ce moment. Donc je suis très content. Avec des femmes. Merci Olivier Delacroix d'avoir été avec nous. Beaucoup de gens qui vous suivent un petit peu partout dans vos différentes activités et qui vous apprécient beaucoup. Et donc ce sera ce soir sur France 5. Ne vous trompez pas, parce que Olivier Delacroix est très polyvalent. Il y a du France 2 avec Les yeux d'Olivier. Et là, c'est sur France 5 à 20h50. Il casse les codes à propos du sexisme. Merci à vous. Dans un instant, quelqu'un qui a beaucoup fait bouger les lignes et pour cause. Il a un crayon à la main, c'est Plantu. À tout de suite.